Alors, bienvenue à notre 17e web émission, Pierre-Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec Pierre-Olivier, gestionnaire de portefeuille chez Médici, et moi, c'est Aaron Lanny. Donc, on va répondre à 3 de vos questions. On va enchaîner tout de suite avec la première, Pierre-Olivier. Oui. Alors, Daniel nous demande, est-ce qu'on trouve cher le titre de Constellation Software et est-ce que c'est un bon titre à détenir pour plusieurs années? C'est une question qu'on aime beaucoup parce qu'on connaît bien Constellation Software. Ici, on vous affiche, c'est un article que Carl Simard, président de Médici, a écrit dans Les Affaires en juillet 2012. Puis on disait, c'est un titre digne de Buffett s'il était moins riche, parce que Buffett, il a beaucoup de capital à déployer. Puis c'est un peu trop petit pour lui, du moins à ce moment-là. Pourquoi on aime l'entreprise? Plusieurs raisons. Je dirais que c'est une entreprise fétiche pour Médici. C'est une grosse position dans notre portefeuille. La première raison, c'est qu'ils ont un rendement sur le capital qui est exceptionnel. Donc, en termes de performance économique, là, on ne connaît pas beaucoup d'entreprises qui ont un rendement sur le capital au-dessus de 30 année après année. Donc, ce business-là de logiciel fait énormément de profits à chaque année. Ces profits-là sont toujours réinvestis dans de nouvelles acquisitions de logiciels. Comment ils obtiennent ce 30 %-là? C'est avec les abonnements. Ils ont peut-être 200, 300, 400 logiciels dans tous les secteurs. Et ils chargent des abonnements aux utilisateurs, des abonnements annuels. Donc, on appelle ça des frais de maintenance. Alors, chaque année, vous êtes à une entreprise, vous êtes abonné, par exemple, à un logiciel qui vous permet de gérer votre transport scolaire. OK? Vous allez payer un montant à Constellation en début d'année pour avoir le logiciel toute l'année, puis avoir les mises à jour de ce logiciel-là. Donc, c'est vraiment, ça crée des revenus très récurrents à l'entreprise. Puis comme c'est des logiciels qui sont inclus dans les processus de l'entreprise, c'est très difficile à changer. Ça nous amène aux avantages concurrentiels. Les clients sont quand même assez captifs. Puis Constellation est en mesure d'augmenter ses tarifs d'un niveau raisonnable, là, mais de 2, 3, 4 par année. Puis le nombre de clients qui cessent d'utiliser leur logiciel est très faible. Le taux d'attrition à chaque année est de 4 Ça, c'est le taux de clients qui ne renouvellent pas leur licence. Alors, c'est très faible. Ça donne une idée d'à quel point il y a des barrières à la sortie pour ce type d'entreprise-là. Puis, troisième point qu'on regarde beaucoup dans notre stratégie, c'est la gouvernance. Cette entreprise-là est dirigée par un CEO qui est très transparent avec ses actionnaires, qui vraiment nous donne l'heure juste. Il ne cherche pas à dire à quel point l'entreprise est belle. Il cherche vraiment à nous donner là, les bons côtés puis les moins bons côtés. Il écrit une lettre annuelle chaque année. Puis les incitatifs au niveau salarial sont très intéressants. La paie des gestionnaires dans chaque division est basée sur le rendement sur le capital et la croissance organique que les logiciels génèrent. Alors vraiment, ils ont une culture de propriétaire à l'intérieur de cette entreprise-là. Donc c'est pour ça qu'on aime l'entreprise. Elle n'est pas tuable dans notre jargon. Puis serais-tu d'accord que le rendement futur qu'un actionnaire va faire est très dépendant de la capacité à augmenter le rythme d'acquisition au fil des ans? Ces constellations génèrent de plus en plus de flux de trésorerie. Alors comment est-ce qu'ils vont faire? C'est clair. Ils génèrent, on l'a dit tantôt, ils génèrent 30 de rendement sur le capital. Donc, à chaque année, vous générez une tonne de cash que vous devez redéployer. Les gens de chez Constellation, ils ont décentralisé les équipes d'acquisition. Donc, il y a plusieurs équipes qui font des acquisitions. Ce qu'on voit souvent dans une business cotée en bourse, c'est une équipe de quelques personnes qui va faire les acquisitions pour toute l'entreprise. Alors que chez Constellation, c'est vraiment chaque division, les gens qui font des acquisitions, c'est peut-être une centaine de personnes en tout. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont mis ça en place, qu'ils ont vraiment poussé cette allocation de capital-là plus vers le bas. Alors, un indicateur à suivre, ce serait le nombre d'acquisitions qui viennent de ces personnes-là qui sont vraiment plus dans le bas de l'organisation. Oui. Puis, vous regardez, par exemple, les 45 premiers jours de l'année 2018, ils ont réalisé pour 320 millions de dollars d'acquisition. Puis, c'est plus que certaines bonnes années au complet.
qu'ils ont fait d'acquisition. Alors, les profits pour la prochaine année vont augmenter beaucoup. Parce que ça inclut une grosse qu'ils ont faite récemment. Une grosse acquisition. ACO, oui, effectivement. Une acquisition de 200 millions de dollars US. Donc oui, ils ont un défi. Ils doivent déployer le capital année après année. Ce ne sera pas facile, mais on voit qu'ils prennent les mesures pour le faire. Alors oui, c'est une entreprise, pour revenir à la question de Daniel, oui, c'est une entreprise qu'on pense qui vaut la peine d'être détenue pour encore plusieurs années. Puis c'est un titre qui se transige, on estime, à 20-21 fois là, les flux de trésorerie libres de cette année, qui devrait être une bonne année en termes de croissance. Ouais, pour une entreprise qui peut croître de 15-20 probablement les 5 prochaines années. Alors, le prix est encore raisonnable. C'est pas si cher payé pour une entreprise qui a cette croissance-là et ce rendement sur le capital. C'est ça. Il y a des entreprises qui croient moins que ça, qui s'échangent à des niveaux plus élevés. Puis aussi, le risque qu'on prend en investissant dans une panoplie de logiciels. Et un logiciel parmi les 200 va moins bien aller. Ça n'affecte pas la profitabilité de l'entreprise normalement. Quand on dit pas tuable, c'est ça qu'on veut dire, bien diversifié. Il n'y a pas un client important, il n'y a pas un logiciel important. Alors, c'est le genre d'entreprise qu'on achète puis on laisse dans notre portefeuille pendant de nombreuses années. Buy and hold, comme Buffett fait bien souvent. C'est ça. On passe à la prochaine? Oui. Alors, Luc nous demande comment est-ce possible que les actions continuent de fluctuer après la fermeture des marchés, par exemple Apple, lors des derniers résultats? Oui, on s'était fait poser cette question-là justement lorsque Apple a publié ses résultats. Apple publie ses résultats en fin de journée, après la fermeture des marchés. Puis je ne sais pas, par exemple, ceux qui vont sur Google Finance, voir les titres boursiers, vous voyez, admettons, le cours boursier, puis en dessous, si vous êtes en dehors des heures du marché, vous allez voir, par exemple, pre-market, moins 1,3 %. Vous le voyez ici. Bien ça, c'est que certains courtiers, spécialement aux États-Unis, permettent à leurs clients, à certains clients, de transiger le titre avant l'ouverture des marchés et après la fermeture des marchés. Alors, Google Finance ou les principaux sites, ils vous diffusent cette information-là. Mais il y a très, très peu de titres, Aaron, qui sont transigés là, avant et après les marchés. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Là. C'est peut-être un indicateur, par exemple, si une entreprise a publié ses résultats en fin de journée, puis vous voulez avoir une idée de le marché, comment il estime, comment il réagit par rapport à ces résultats-là, vous pouvez aller voir. Mais moi, c'est arrivé souvent que j'ai vu, par exemple, avant l'ouverture des marchés, un titre qui monte, puis en cours de route, pendant la journée, finalement, le titre a fermé en baisse. On est d'accord, on voit ça souvent. Fait que c'est pas un indicateur qui est très fiable. Puis de toute façon, quand on est un investisseur à long terme, c'est pas ces choses-là qui est important. C'est pas le niveau de fluctuation à très court terme. Ce qui est important, c'est la business, elle va-tu faire croître ses profits? Elle a-tu un bon rendement sur le capital? Elle a-tu des avantages concurrentiels? C'est ça qui est important. Exact. Fait qu'on passe tout de suite à la prochaine. La troisième question qui est sur Mediagriff. C'est Stéphane, il veut avoir notre avis sur Mediagriff. Mais Mediagriff, par ailleurs, on a déjà rencontré les dirigeants. On avait assisté... Oui, je pense que c'était toi puis Adi. Oui. C'était une rencontre, là? Oui, on a rencontré M. Bourque, qui est le chef financier. J'avais même assisté à une présentation il y a quelques années du PDG de l'entreprise, dont le nom m'échappe, mais des très bonnes personnes. C'est des gens très intéressants à suivre. Ça semble être un bon opérateur, le PDG, oui. Oui. Ce qu'on a, on a jeté un coup d'œil. Moi, j'ai jeté un coup d'œil rapidement. Ils ont à peu près 17 sites Internet. Alors, c'est des sites Internet, là, ça, c'est plus, vous les reconnaissez peut-être pour les consommateurs. Là. C'est les plus connus, Les plus connus, c'est ça. Mais ils ont beaucoup de sites web que c'est d'entreprise à entreprise, là, du B2B, qui sont peut-être moins connus auprès de nos auditeurs. Là. Comme par exemple, un site web qui permet de déposer des soumissions sur des contrats gouvernementaux. Là. Merck, ça s'appelle. Ils ont beaucoup de ça, c'est ça. OK. Ce qu'on remarque, c'est qu'il semble avoir un portefeuille de sites web dont certains sont en déclin, d'autres qui sont en croissance.
c'est difficile d'avoir une bonne visibilité. On ne sait pas s'il y a quelques sites web qui accaparent une grosse partie des profits. Donc, c'est dur à évaluer dans ce sens-là. Il ne le mentionne pas, ça, dans les états financiers, l'importance relative d'un site web. Non, c'est ça qui rend l'évaluation difficile. Alors, on a remarqué dans la dernière année, là, le titre est en baisse de à peu près 33 % et c'est parce que la profitabilité est en baisse aussi. On pense que c'est attribuable à quelques sites Internet qui vont moins bien. Et aussi, on fait une petite acquisition qui perd de l'argent présentement. Donc, je pense que la profitabilité a diminué à peu près 12 % quand on l'ajuste. Donc, quelqu'un qui regarde ça, le cours boursier a baissé de 33 %, il pourrait se dire, bon, mais c'est une aubaine, c'est le temps de l'acheter. Toi, ce que tu dis, c'est, attention, là, la profitabilité aussi a baissé. C'est sûr, c'est dur à dire. On ne l'a pas regardé en détail, là, mais ça serait plus de faire attention. Et ça se peut qu'il y ait un certain déclin structurel dans certaines de leurs propriétés, mais c'est dur à évaluer à cause qu'on n'a pas ce détail-là. OK. C'est sûr que le titre ne semble pas cher quand on regarde la profitabilité par rapport au cours boursier. Quel ratio, cours-bénéfice, ou as-tu une idée approximative? Si on regarde l'année qui a terminé 2017 avant que ça y ait une certaine décroissance, il faisait à peu près 1,50 par action de cash flow par action. OK. Alors, le titre aujourd'hui, il est quelque chose comme 6-7 fois. Là. Oh, OK. Alors, mais il faut qu'il revienne à ce cash flow-là. Là, c'est parce que la profitabilité a diminué depuis ce temps-là. Puis c'est ça, l'investisseur, il pourrait spéculer, bon, ils seront capables de revenir à ce niveau-là dans quelques années. Alors, il faut que la croissance revienne pour que le multiple redevienne intéressant. OK. Peut-être qu'un investisseur pourrait faire un rendement intéressant s'il prend le temps de faire ses devoirs puis de comprendre bien c'est quoi la situation de leur propriété, comment ils vont, puis tout ça. Donc, il peut avoir un intérêt. Il peut avoir un intérêt pour quelqu'un qui va prendre le temps de regarder. Oui, oui. Chez Médici, c'est peut-être pas le type de business qu'on voudrait posséder. Pourquoi? Nous autres, on essaie de trouver des entreprises où la croissance, elle est très prévisible dans le futur et où on aurait peut-être une meilleure visibilité sur les sources de revenus. Ça revient à ce qu'on disait. Là. On n'a pas une très bonne idée de la croissance de chacun de leurs propriétés. Puis aussi, la segmentation. Aussi, si tu me permets, des plateformes comme ça, si elles sont en décroissance, tu sais, quand tu gères une plateforme numérique, les dépenses que tu as doivent être assez fixes. Par rapport aux revenus, si tu as un abonné de plus ou un abonné de moins, ça peut avoir un effet très important sur le profit final. Là. Le levier opérationnel dans ces entreprises-là est fort. Oui, comme vers le haut et vers le bas. Mais encore là, c'est dur à constater. Peut-être aussi quand ils font, comme ils ont changé les packs, je pense, d'un modèle payant à un modèle gratuit, quand ils font une modification comme ça a probablement un impact aussi. Quand ils modifient la structure d'un site Internet, il y a peut-être des coûts à injecter, puis la profitabilité temporairement diminue. Mais c'est très difficile à évaluer quand on a 17 plateformes comme ça. Différentes. Et on ne sait pas s'il y en a une ou deux là-dedans qui, mettons, c'est 30 % ou 40 % de la rentabilité. OK. OK, très bien. Mais écoutez, c'est déjà tout pour les questions-réponses de ce mois-ci. Si vous en avez d'autres, des questions à la maison, faites-nous-les parvenir. On en reçoit beaucoup. Puis s'il y en a qu'on n'a pas encore répondu dans les derniers mois, faites-vous-en pas, on les a en banque. Puis à un moment donné, on va y répondre. Donc, au info@gpsmedici.ca. Donc, Aaron Lani, merci beaucoup. Oui, merci.